Merci beaucoup de votre présence, c'est extrêmement important. En tant que co-organisateur du salon, nous avons le mérite de vous recevoir et vous avez le mérite de venir. Nous accueillons Christophe, Isabelle, ils vont vous parler de l'émotion client, génératrice d'émotions internes. On reste vraiment sur notre thème de salon qui est vraiment l'émotion par lesquelles nous passons. Bonjour, donc je suis Christophe Bouguereau, dirigeant fondateur de la société Maison du Client. Isabelle Roy, donc, voilà, directrice de Société Vous Écoute, qui, comme son nom l'indique, fait des dispositifs d'écoute. Alors, nous sommes que deux. Nous sommes que deux et donc j'ai deux messages à faire, effectivement, deux excuses à partager avec vous. Émilie Bolloré de CETI, pour des raisons personnelles, a dû renoncer à venir parmi nous aujourd'hui et elle s'excuse de cette absence. Et puis, deuxième message, Frédéric Marat, qui devait venir de Lyon pour un problème de santé, ne peut pas être présent avec nous. Donc, Isabelle et moi sommes déçus de leur absence. Toutefois, ce qu'on veut partager avec vous aujourd'hui est issu d'un travail de préparation qu'on a mené initialement pour la conférence du mois de mars. Et donc, on espère que les éléments qu'on va partager avec vous vont pouvoir nourrir votre réflexion. Et je voulais aussi faire quand même un petit message pour remercier tous les organisateurs du SRCO et donc vous-même pour votre présence, les organisateurs pour avoir réussi à maintenir ce salon, et puis à vous pour avoir eu le courage de venir partager cette journée à la Cité des Congrès. Merci donc. Alors, donc, Christophe et moi, on est partenaires, on partage une même philosophie qui est la culture client en action. Et quand on est sur le thème de l'émotion client, donc on s'est un petit peu demandé ce qu'on pouvait faire comme conférence, atelier sur le sujet. Et ce qui nous est apparu, je dirais, bien sûr, on pense que l'émotion client, c'est très important dans le cadre de l'expérience client et d'écouter, ce qui est mon cas beaucoup, ces fameuses émotions du client. Mais néanmoins, au contact des clients, notamment Émilie et Frédéric, mais au contact de tous les clients, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de cette émotion client, ce fait de transformer l'entreprise dans ce sens-là, génère, je reprends notre titre, beaucoup d'émotions internes qui peuvent être des véritables freins, forcément aussi des leviers, mais des véritables freins au déroulement ou au déploiement d'une culture client. Donc c'est là-dessus qu'on a voulu insister, pas pour être négatif sur l'émotion client, pour faire un clin d'œil. On a effectivement dit l'émotion client génératrice d'émotions internes. Mais donc on va vous parler de 4 petites histoires de clients qui, chacun dans leur position, connaissent je dirais, des émotions différentes. Alors, précision, parce que le mot client revient beaucoup dans nos bouches. Là, effectivement, quand Isabelle parle de 4 histoires clients, c'est effectivement des histoires que vous vivez. C'est des éléments que vous, en charge, ou à côté de personnes en charge de la relation client, êtes amenés à vivre. Et ce qu'on veut vraiment partager avec vous, c'est qu'on a quelques années d'expérience, Isabelle et moi. Moi-même, par exemple, j'ai été directeur de la relation client. Je sais que s'occuper de relations clients n'est pas quelque chose de facile. On parle justement d'injonction paradoxale parce que les personnes qui sont en charge de la relation client, bien souvent, sont confrontées à 2 choses. Vous devez vous préoccuper du client, vous devez l'écouter, vous devez le satisfaire. Mais surtout, n'oubliez pas d'avoir du chiffre à court terme, d'être efficace dans votre relation parce qu'il y a beaucoup d'activités, parce qu'il y a beaucoup d'appels à prendre en compte, etc., etc. Et cette injonction paradoxale, quelle que soit la strate hiérarchique dans laquelle on est installé, elle pèse énormément. Et ce qu'on veut vraiment partager avec vous, c'est vous dire que ce que potentiellement vous vivez, l'ensemble des personnes en charge de la relation client vivent ces émotions et vivent ces contradictions. Donc, on va dire, fort de notre expérience, on a décliné 4 vécus
Et on espère que ça va vous donner des orientations, ça va vous donner des solutions par rapport à des interrogations, par rapport à des émotions que vous pouvez vivre. Alors, tu parles des émotions que peuvent vivre un responsable de la relation client ou quelqu'un en charge d'eux, puisque les titres sont très différents, enfin peuvent être différents, mais ce à quoi on s'est aussi attaché, c'est que vivent les collaborateurs qui sont autour de ces personnes, que vivent aussi éventuellement les directions qui sont face quelquefois à des responsables de la relation client qui veulent, qui sont à fond et qui veulent pousser les choses ou qui au contraire sont un petit peu plus frileux. Bref, qu'est-ce que ce paradigme, on va dire, de l'expérience client génère chez les gens qui sont en poste, mais également dans les directions et également dans les collaborateurs, pour les collaborateurs. Donc on va regarder aussi les 3 points. Excusez-moi, juste avant, est-ce que vous pouvez juste simplement pour qu'on sache, c'est déjà difficile avec les masques, mais en plus on ne sait pas trop à qui on a affaire, donc est-ce que vous pouvez simplement lever la main, par exemple, ceux qui sont en charge de la relation client d'une manière générale. Je veux dire, ce n'est pas forcément le poste expérience client, mais c'est simplement pour, voilà, quand même un certain nombre. Ceux qui sont plutôt dans les directions, j'allais dire les directions d'entreprise qui ont voilà, une personne, 2. Et ceux qui sont plutôt des collaborateurs, je dirais, qui ne sont pas, on va dire, ni les uns, ni les premiers, ni les seconds. Quelques-uns aussi, voilà. Mais on a majoritairement donc des gens qui sont en charge de l'expérience client. Donc on verra si vous vous retrouvez plus ou moins dans un des portraits, sachant qu'on peut être un peu des cas par définition. 4 histoires donc. Pour la petite histoire, cette illustration, c'est celle qu'on avait proposée l'an passé, quand il y a eu ce premier salon de la relation client. Et on s'est dit que ça valait vraiment le coup de la réutiliser parce que ce qu'on avait vraiment voulu faire passer l'an passé, c'est que la notion de culture client, de fait, génère des émotions. Des personnes qui sont dans l'interrogation, des personnes qui sont dans la contrariété parce que leur système ne fonctionne pas, des personnes qui sont déjà dans l'action, etc. Et aujourd'hui, donc, 4 histoires, 4 personas, si on utilise le marketing, qui sont potentiellement des personnes que vous êtes ou que vous connaissez, que vous rencontrez dans l'entreprise. C'est bon pour tout le monde, là ? Excusez-nous, parce que... Excusez-nous. Alors, premier cas, si j'ai bon souvenir, c'est moi qui en parle, Isabelle. Donc, Amélie, c'est une personne qui est en poste. Elle n'est pas décisionnaire, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas au CODIR. Par contre, elle n'est pas non plus dédiée à la relation en tant que telle. Elle est en poste, elle peut être directrice de la data, directrice du marketing, du digital, mais pas en tant que relation client. Elle n'est pas décisionnelle. Elle n'est pas décisionnaire. En fait, pas encore. Qu'est-ce qui se passe de son côté? C'est qu'elle mène des actions. Elle mène des actions qui, semble-t-il, ont déjà des résultats. Qu'est-ce qu'elle pense? Elle dit, mais c'est pas vrai. Ils n'ont rien compris. La culture, le fait de simplement proposer un produit, ça ne suffit plus aujourd'hui. Il faut s'intéresser au client, à celui qui va utiliser le service ou le produit. Elle est aussi en train de se battre pour dire que la vraie valeur d'une entreprise, c'est le capital client, le portefeuille client. Et tous dans l'entreprise n'en sont pas convaincus. Et elle se bat pour essayer de faire bouger les lignes. Elle est dans le doute. Elle est dans le doute parce qu'elle se sent seule. Elle n'a pas un statut hiérarchique qui lui permet de dire la relation client, c'est ça. Bien souvent, elle a le sentiment de se battre contre des moulins parce que les décideurs, ce sont ceux qui ont créé, par exemple, la société avec des convictions sur le fait que leur produit, c'est le meilleur produit. Elle est convaincue, elle constate le fait que si elle veut faire bouger les lignes, elle va être toute seule et que c'est véritablement difficile et que potentiellement, elle se fatigue et elle pourrait quitter la boîte. Parce que les choses sont trop difficiles à faire bouger. Alors, qu'est-ce que pensent ses collègues ou sa hiérarchie? Alors, les personnes qui rencontrent, qui fréquentent Amélie,
Donc, soit ils pensent qu'elle est vraiment super courageuse, soit ils se disent mais elle est complètement inconsciente, quoi. Genre, elle essaye de faire bouger les choses qui ne peuvent pas bouger. Elle va se fatiguer comme la précédente. D'autres, peut-être, avant, ont essayé, mais sans donner de résultat. Alors, il y a d'autres choses qui peuvent arriver. C'est le fait que ça coûte de l'argent, mais potentiellement, on peut en avoir besoin. Ça peut être intéressant pour l'entreprise, même pour moi en tant que personnel, mais est-ce qu'il faut vraiment que je lui file un coup de main? Et la hiérarchie? Alors, la hiérarchie, elle est plutôt dans l'observation. On va dire, voilà, cette Amélie-là, c'est intéressant peut-être potentiellement ce qu'elle fait. Elle nous donne des idées, elle donne des éclairages, elle nous apporte un regard nouveau. Ça vaut peut-être le coup qu'on l'observe. Mais fondamentalement, moi, membre du CODIR, est-ce que j'ai un intérêt personnel à la soutenir? Est-ce que je ne risque pas de me mettre en porte-à-faux avec les autres membres du CODIR qui voient les choses différemment? Observons en tout cas, mais faisons très attention parce que peut-être qu'elle est en train de mettre le feu à la boîte et qu'à un moment donné, il va peut-être falloir prendre une décision pour lui demander d'arrêter de vouloir tout révolutionner. Alors, qu'est-ce que peut faire Amélie? Alors, justement, donc, par retour d'expérience, ce qu'on peut partager avec vous, c'est que nous, on invite Amélie à continuer à mettre les choses en action, à mettre les éléments en mouvement, d'avoir du courage, de persévérer, avec l'idée aussi qu'elle va pouvoir capitaliser sur des petites victoires. Essayer de montrer que des fois, les choses peuvent bouger et qu'on arrive à transformer une relation client, par exemple. Le but ici, c'est aussi de mobiliser des gens du CODIR, potentiellement le hiérarchique direct ou les autres, à se mettre vraiment dans la peau du consommateur, celui qui est au bout de chaîne, et pas forcément dans le cadre de ma société, mais peut-être dans d'autres cas, faire des rallyes expérience client pour leur faire comprendre que le monde a changé et que leur vérité aujourd'hui, c'est plus forcément celle des autres entreprises et que s'ils ne font pas ce mouvement, la concurrence va capitaliser sur ces éléments-là. Voilà pour Amélie. Est-ce que tu nous parles de deuxième cas, Mathieu? Alors Mathieu, j'en ai rencontré pas mal. Toi aussi, Christophe. Alors Mathieu, lui, à la différence d'Amélie, il est décisionnaire. Donc il peut être responsable commercial, directeur marketing, directeur commercial, pourquoi pas même à la R&D ou autre. Mais en tout cas, il est décisionnaire, donc il est au CODIR. Par contre, il n'y a pas de poste encore qui est dédié à la relation client. Ça peut être lui, mais ça peut peut-être être quelqu'un d'autre plus tard. Donc lui, il dit qu'il peut sûrement utiliser sa position dans la hiérarchie pour faire preuve d'ambition, parce qu'il est là pour faire avancer aussi sa structure, la PME ou l'entreprise ou le centre de profit auquel il appartient, enfin dans lequel il travaille. Il peut faire preuve d'ambition, faire bouger les lignes. Et il est persuadé que, comme Amélie, que si on ne bouge pas, on va droit dans le mur. Et lui, il a une vision aussi de la concurrence, il a une vision, c'est vraiment plus large peut-être qu'Amélie, qui lui fait dire que s'il ne bouge pas, il va y avoir peut-être captation de clients, perte de parts de marché, etc. Et il a la chance d'être dans une entreprise qui a déjà quand même... Alors souvent ils disent le sens du client ou l'orientation client, mais c'est pas encore... ça commence à être diffusé dans la société, mais pas forcément partout, même si le CODIR peut soutenir ça. On parle de culture client qui avance un peu, mais c'est pas encore suffisamment au niveau de la stratégie, et donc ça ne diffuse pas dans toute l'organisation. Ça n'imprègne pas les process. Je veux dire, la pluie de la relation client ou de l'expérience client, elle arrose pas tout le terreau de la société. Donc ça pose des problèmes. Et lui, comme il est décisionnaire, il accepterait bien de relever le défi. Alors, mais quand même, il trouve que c'est dur. Je veux dire, on en rencontre, c'est pas pour être négatif, c'est dur de faire bouger les boîtes.
Surtout quand, par exemple, je ne voudrais pas stigmatiser, mais des fabricants, par exemple, c'est compliqué, ou des gens qui ont été orientés produits quand même beaucoup, même s'ils sont orientés service, ils ne sont pas forcément encore orientés client. C'est encore différent. Les habitudes sont bien ancrées et son codir reste quand même encore un peu méfiant, même s'il sent qu'il peut y avoir des ouvertures. Comme je disais, zut, on va perdre des clients, on va se faire dépasser. Et il en a un peu marre, effectivement, d'injonctions paradoxales de type continue à faire le chiffre, mais on aimerait bien être le premier sur les avis Google, par exemple. Et on a des boîtes qui demandent, entre guillemets, ça sans penser que c'est tout un tas de process à mettre en place. Alors donc, justement, que pensent ses collaborateurs donc autour de lui. Alors, ce n'est pas forcément d'ailleurs que ses collaborateurs, c'est les gens qui travaillent autour de lui. Alors, ils ne sont pas tous convaincus. Il y en a qui le sont, mais il y en a qui ne sont pas suffisamment convaincus. Donc, ça oppose des résistances. Des résistances ou, au mieux, des gens qui sont attentistes. Ils pensent aussi que même s'il voit que Mathieu fait des efforts, que lui aussi, il peut s'essouffler, quoi, hein. Il n'est pas assez soutenu, il peut s'essouffler. Il voit que la culture client, c'est beaucoup de la com. Et il ne pense pas que ça puisse effectivement être un vrai process dans l'entreprise qui soutient les autres ou qui apporte vraiment de la valeur ajoutée. Donc, on va bien voir. Il y a aussi des aficionados de Mathieu qui sont persuadés, comme d'Amélie d'ailleurs, elle peut avoir aussi des collègues qui la soutiennent, mais des aficionados qui pourraient le soutenir, mais ils sont déçus de la lenteur du dossier. Et peut-être certains aussi vont partir parce qu'ils en ont marre d'être dans une boîte qui n'arrive pas à déclencher, n'arrive pas à se mettre dans l'action vraiment. Et d'autres, enfin, subissent des injonctions paradoxales. Je ne vais pas revenir dessus. Et la hiérarchie alors de la société où travaille Buzz l'éclair? Alors, Buzz l'éclair, il l'apprécie, sinon il ne serait pas à ce poste-là, il ne serait pas décisionnaire. Mais Mathieu Buzz l'éclair, il a un peu tendance aussi peut-être de l'avis du CODIR ou de la direction, à faire prendre des risques à l'entreprise. Et l'entreprise, elle sait ce qu'elle a aujourd'hui. Donc, on est toujours un peu dans lâcher la proie pour l'ombre. Et donc, ça génère des inconnus, des freins. Et si le CODIR n'est pas convaincu du fait de transformer la culture client en une vraie organisation orientée client, ça frotte. Donc on s'est lâché la proie pour l'ombre, on sait ce qu'on a, ce n'est pas parfait, mais qu'est-ce que ça va générer comme réaction interne? Est-ce que même nos clients, finalement, attendent vraiment qu'on s'occupe autant d'eux que ça? Merci. Jusqu'à présent, tout marche bien. On voit bien que ça avance correctement. Donc pourquoi aller déstabiliser quelque chose? Et finalement, peut-être qu'on fait un peu de surqualité aussi en faisant ça. Surqualité client et des dépenses sans retour sur investissement facilement mesurables. Alors que moi qui suis responsable de la prod ou directeur des produits, je peux dire quand je fais une ligne de production, quand je fais de la R&D, ce que ça va rapporter. Mathieu, c'est plus difficile pour lui d'objectiver de la mesure. Alors, qu'est-ce qu'on lui recommande à Mathieu? Alors, qu'est-ce qu'on peut lui recommander? Alors, évidemment, le mot est gros, transformer son organisation. En fait, lui, il a de la culture client, il a un socle sur lequel s'appuyer, mais il n'a pas suffisamment d'appui. Donc, un des premiers points, c'est peut-être qu'il objective un peu plus le niveau d'orientation client des boîtes. Il peut faire de l'enquête interne, il peut aller voir ses différents collègues, mais voir effectivement quel est l'état des troupes et sur qui, entre guillemets, il peut compter par rapport à ça, et notamment dans son CODIR. Mais donc, objectiver son niveau d'orientation client. Écouter les collaborateurs. Il y a sûrement beaucoup de gens qui pensent qu'il faut faire des choses pour les clients. Écouter les clients. La voix du client va peut-être arriver à emporter quelque chose aussi de la décision du CODIR d'aller plus loin. En fait, il a besoin de munitions pour aller plus loin. Si je peux m'exprimer ainsi, sachant que ce n'est pas une guerre, évidemment. Il a besoin de biscuits, c'est plus sympathique. Pour aller plus loin. Il peut benchmarker aussi, parce que ça peut aller titiller dans le bon sens son comité de direction. Il peut rendre plus visibles les enjeux clients. C'est-à-dire, une fois qu'il a capté des éléments, il peut aller
excuse-moi, c'est basique, nous on est dans la culture client en action, on peut aller afficher des choses, rendre visible la voix du client pour petit à petit faire en sorte que ça bouge encore plus dans les esprits et qu'il arrive à enlever des décisions. Capter les avis clients, s'appuyer sur l'expérience, et il peut aussi aller identifier et valoriser des expériences qui ont été faites, parce qu'il y a des gens qui vont vers plus d'orientation client, et par exemple, le service client a peut-être mis en place des choses, et lui, il peut aller valoriser ces expériences-là. Voilà pour Mathieu. À ce stade-là, est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans les Amélie ou dans les Mathieu? Amélie, par exemple. Il n'y a pas d'Amélie dans la salle? Et est-ce qu'il y a des Mathieu? Pas de Mathieu? Un petit peu. Un petit peu? J'ai pas vu. Très bien. Alors, on va découvrir 2 autres histoires. Alors, on va aller découvrir Irène, qui elle est en poste dédié à l'ARC, mais elle n'est pas forcément au CODIR, elle n'a pas forcément beaucoup de moyens décisionnaires. Elle peut ne pas avoir d'équipe, pas avoir suffisamment de budget. Alors elle est dans un poste, on va dire, projet, elle a la chance d'être dans un poste transverse, puisqu'elle est dédiée à la relation client, mais elle n'a pas forcément assez de munitions, de biscuits, en termes de moyens. Donc ce qu'elle pense, c'est qu'ils ont reconnu mes qualités et mes compétences. Je me dois d'être à la hauteur de ça, de leur confiance du projet. Peut-être il va falloir que je me forme un peu plus, que c'est des métiers nouveaux, mais elle a déjà des qualités et des compétences, bien évidemment. Et quelles sont ces émotions à joie? Alors, on en voit beaucoup qui se disent bon, l'enjeu est fort. Hein. Même le CODIR, quand il m'a missionné, ça aurait pu être Mathieu, par exemple, hein, qui a réussi à faire missionner une Irène dans la société. Mais bon, voilà, est-ce que je suis à la hauteur des missions qui me sont confiées? Je ne suis pas forcément un spécialiste. On a reconnu mes compétences, mais je n'ai pas une légitimité non plus très forte dans cette société dans laquelle d'autres compétences sont plus reconnues, on va dire. Et quand même, j'ai cette mission-là d'aller vers plus d'expérience client, mais ça va être coton. Je vais en déranger plus un, mais j'y crois et je suis super motivée. Plus qu'Amélie qui, elle, se demande comment elle va faire. Mais Irène, elle a la patate. Voilà, Irène, elle a la patate. Alors, que pensent d'elle, ses collègues? Alors, ses collègues, ils sont plutôt positifs quand même. Hein, un processus de plus, mais ça va dans le bon sens. Il y en a qui disent aussi, mais c'est qui cette personne-là qui... Alors, d'un seul coup, il n'y a plus que l'expérience client qui marche. Hein, d'un seul coup, là, tout le monde a ça sur toutes les lèvres, ça devient le paradigme. Nous, on n'existe plus. Donc, il y a une difficulté un petit peu aussi pour... Irène, qui est de bien se positionner par rapport aux autres, parce qu'elle est dans quelque chose qui est nouveau et ça peut faire de l'ombre. Donc voilà, j'aurais fait différemment, elle n'a rien compris, elle fait un peu sa chef. Et il y en a d'autres, et tant mieux, on en voit aussi des sociétés comme ça qui disent super, ça va enfin bouger. Donc, ça, c'est ceux qui étaient les aficionados de Mathieu, par exemple, et qui se disent super, on a réussi à nommer la personne, donc ça va aller. Et la hiérarchie? Eh bien, elle demande si Irène, c'est le bon cheval, même si elle a la patate. Donc, c'est ambitieux. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elle fasse trop de vagues? Je ne sais pas. Je sais bien, quand je la nomme, il va y avoir des choses à bouger. Mais néanmoins, je suis quand même aussi un peu, on ne va pas forcément dire attentiste, on la soutient, mais quand même vigilant. Voilà, le mot est meilleur. Et il y en a d'autres aussi qui, dans le CODIR, comme Mathieu, par exemple, se disent c'est super cette nomination et je vais la soutenir. Qu'est-ce que peut faire Irène? Irène, elle a le blanc-seing pour transformer. D'abord, elle avait de la culture client et elle a le blanc-seing pour quand même transformer l'entreprise. Elle n'a pas forcément beaucoup de moyens, mais elle a le blanc-seing. Donc, son problème, c'est d'accélérer tout ça. Et donc, accélérer, notamment quand on dit couvrir un maximum de services, c'est faire en sorte que cette accélération de la culture client qui était déjà présente et maintenant de l'organisation client, cette accélération couvre le plus de directions, le plus d'unités. Je prends un exemple, si elle faisait avant, ou si elle avait mis en place son enquête de satisfaction, voilà,
un sujet que je connais bien, eh bien, il va falloir la partager avec plus de monde et faire en sorte que les gens des autres directions comprennent la valeur ajoutée que ça a, au lieu de dire de temps en temps, c'est pas top si on les interroge trop de fois, ou il faut forcément que ce soit court, etc. Ou elle va travailler avec le service client pour faire en sorte que toute l'expérience qu'ils ont, ils puissent la diffuser aussi plus dans l'entreprise, par exemple. Donc, donc ça, c'est plutôt le côté généralisé en faisant adhérer. Et elle va aller voir là où il y a moins de culture, moins de transformation, et elle va essayer d'accélérer ces endroits-là. Par exemple, si le service client est encore un peu timide, elle va aller diagnostiquer, s'immerger un peu là-dedans, voir ce qu'elle peut prioriser. Et elle va essayer donc, vous le comprenez bien, d'embarquer le plus de gens possible, parce que là, c'est le collectif. Elle est Irène qui est la guerrière, et elle va... j'ai un vocabulaire assez... donc il faut que je trouve un autre mot pour... elle est devant, et elle peut embarquer. Elle sait que c'est le collectif qui va faire en sorte que la transformation de l'entreprise va être effective. Et évidemment, comme c'est une bonne pro, elle va piloter toutes ces actions transverses, ce qui n'est pas évident, mais elle aura le soutien petit à petit du CODIR, le soutien au fur et à mesure plutôt, et elle va mesurer des choses, parce que c'est comme ça qu'avec le ROI ou l'avancement, qu'elle va permettre, qu'elle va affiner sa démarche. Et elle va continuellement faire la communication du projet, rassurer via des indicateurs positifs. Donc c'est un gros job qu'elle a, Irène, mais l'avantage, c'est qu'elle a le soutien, et peut-être il y a beaucoup d'Irène qui sont parmi nous. Les Irènes, levez la main. On peut être Irène genre masculin, hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de... Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans? Oui? Forcément, c'est... Je ne vais pas dire à la hache, sinon on va me dire que je suis encore guerrière. Et effectivement, aujourd'hui, dans nos activités respectives, on rencontre beaucoup d'Irène. Il nous reste une quatrième histoire, celle de Sylvain. Alors Sylvain, lui, il a le Graal. Il est en charge de la relation client et en plus, il est au CODIR. Il est décisionnaire. Qu'est-ce qu'il peut penser, Sylvain? Donc, lui, aujourd'hui, il a une phase où il est en train de réussir à mettre en place la stratégie client, mais il doit déjà se projeter dans la suite. C'est quoi la prochaine étape? Comment est-ce que je peux évoluer? Comment les autres évoluent? Comment je peux être en veille dans mon secteur industriel, mais également dans les autres secteurs, dans les autres industries, dans les services? Sylvain, dans ses émotions, il est satisfait parce qu'il a réussi à atteindre ce qu'il voulait, à transformer son organisation. Il considère qu'il a fait les bons choix. Ce qu'il veut à tout prix, c'est montrer que ce qu'il fait, c'est efficace pour l'entreprise. Ça fait du sens et que ça a un impact direct sur la rentabilité de l'entreprise. Ce que pensent ses collaborateurs. Merci Isabelle de ta question qui m'a surpris. Là, il n'est plus dans le choix, effectivement, il est dans la réalisation. Et la difficulté de quelqu'un qui a le sentiment d'avoir réussi à atteindre son objectif, c'est de se remettre en question. Donc, c'est comment l'organisation aussi peut accepter cette remise en question. Les collaborateurs qui sont autour de lui sont de ce fait maintenant engagés et enthousiastes. Faut faire attention de ne pas les perdre de vue et en fait de créer de la distance, donc de ne pas les larguer. La hiérarchie de Sylvain, elle considère qu'elle a misé sur le bon cheval. Elle lui apporte son soutien. Ce qu'ils veulent à tout prix, c'est quand même être rassurés dans le choix et le fait que la performance est au rendez-vous.
Après, il y aura toujours des membres du CODIR qui vont souffrir un petit peu de la mise en lumière de Sylvain à leurs dépens. Et donc, au sein de la hiérarchie, il n'y aura pas que des super copains, il y aura également des personnes qui peuvent critiquer telle ou telle décision. Nos recommandations par rapport à Sylvain, qui de ce fait est dans une configuration plutôt idéale par rapport aux valeurs que l'on veut défendre en termes de relations clients. Notre première recommandation, c'est de l'inviter à ne pas s'arrêter, mais d'être en veille permanente, d'aller à l'écoute, de regarder ce qui se passe, d'adhérer à des groupes de réflexion, la marque par exemple, mais plus globalement le Center for Customer Management, qui est des références académiques sur la relation client. Donc vraiment s'ouvrir sur le monde de la relation client pour aller encore plus loin. Tester de nouveaux modèles de business, l'agilité au service de la relation client, et puis mobiliser toujours en interne, avec là aussi des expériences issues du design thinking, avec des ateliers d'idéation, etc. Parce qu'on peut toujours aller plus loin en termes de stratégie client. Bien sûr, également, avoir les bons KPI et les suivre comme le lait sur le feu, de façon à vraiment manager cette orientation client. Et puis bien sûr, entretenir toutes les sponsors internes de façon à pouvoir capitaliser sur ce poste et cette fonction. Finalement, Sylvain, c'est un Mathieu qui a réussi à transformer son organisation. On peut le dire comme ça, Isabelle. Est-ce qu'il y a des Sylvains dans la salle ou des Sylvettes? Bravo, félicitations. Alors, l'exercice ne serait pas complètement abouti si on en restait là. Vous avez vu qu'on a essayé de décrire des individus et puis aussi de donner un peu des pistes à explorer pour aller plus loin. Avec Isabelle, on s'est aussi intéressé à essayer de positionner ces 4 histoires dans une dynamique d'entreprise. On considère, là encore, avec l'expérience et le recul qu'on peut avoir, qu'il y a 2 grands axes qui drivent la relation client en interne. Un axe horizontal qui est celui de comment je passe d'un concept à une mise en œuvre pratico-pratique. Donc, quand je suis à gauche, il y a quelques opérations isolées qui sont menées. Et quand je suis à droite, les opérations sont complètement transversales. Et j'ai la prétention de dire que l'ensemble des mécaniques relationnelles sont orientées client. Un axe vertical qui, lui, s'intéresse plus à comment l'entreprise s'est appropriée la notion de culture client. Le client au cœur de nos préoccupations, au centre de nos préoccupations. En bas, ça reste des intimes convictions d'individus. En haut, ça devient une conviction de l'entreprise. D'accord ? On peut dire partagé. Pardon ? Partagé par tous. Partagé par tous. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de positionner nos 4 histoires sur ces 2 axes et de regarder un petit peu, de résumer un petit peu nos recommandations. Donc, on va retrouver Amélie qui est en bas à gauche, qui est un petit peu vénère quand même, hein, on pourrait dire ça comme ça, voilà, un peu énervée. Pour toutes les raisons qu'on a indiquées, forcément, c'est des descriptions forcément un peu caricaturales, entre guillemets, vous l'avez bien compris, hein, mais c'est... Et elle a le choix, soit elle peut aller diffuser plus de culture client, soit elle peut aller, vous vous souvenez, aller faire des petites victoires dans des opérations plus transverses, de manière à aller accélérer un peu ce qui a commencé à se faire. Mais donc voilà, elle peut aller là pour après monter, ou elle peut aller de l'autre côté, c'est-à-dire plutôt travailler sur la conviction. Donc ça va dépendre évidemment dans quel cas de figure elle est, dans quel cas de figure est son CODIR, dans quel soutien elle a, etc. Elle a le choix entre les deux. Et ce qui est intéressant aussi en ayant ce cadran, c'est que
chacun a évidemment envie de mettre son énergie dans la relation client. Et ce qu'on voit, nous, dans les histoires, c'est qu'il y en a qui qui vont dans des directions qui ne sont pas, quand je dis dans les histoires, excusez-moi, dans les expériences qu'on rencontre, c'est qu'on ne peut pas mettre l'énergie au même endroit, perdre son énergie dans quelques combats qui ne vont pas fonctionner, donc il faut aller mieux choisir dans quel axe je dois travailler. C'est un peu ça aussi que le schéma indique. Je t'en prie. Alors notre ami Mathieu, voilà, on vous l'a décrit, lui, il a un pouvoir qu'Amélie n'a pas. Et donc son principal objectif, ça va être de convaincre l'ensemble du CODIR pour faire justement la transformation de son organisation. Une des pistes qui n'apparaît pas ici, ça peut être à tout prix de convaincre le CODIR pour nommer une IREN. Mais voilà, l'idée, c'est profiter de son statut pour réussir à transformer l'organisation. Donc il peut, en effet, par exemple, convaincre son CODIR de créer un poste de directrice de l'expérience client ou de directrice de la relation client. Bref, on voit bien ce que ça peut recouvrir, et faire en sorte d'avoir une IREN qui, elle, va accélérer pour, comme on l'a dit tout à l'heure, embarquer un maximum de direction avec elle. Et enfin, notre ami Sylvain, donc effectivement, lui, il est dans la configuration où la stratégie client touche un maximum de services. Donc il y a des degrés, mais en tout cas touche de plus en plus de services. Et au niveau de la culture client, cette notion-là a diffusé suffisamment pour pouvoir toucher aussi un grand nombre de collaborateurs. Voilà un peu les quatre histoires positionnées sur ces axes. Et en guise de conclusion, on voulait partager avec vous une bonne pratique à retenir pour justement faire bouger les choses, soit les transformer, soit accélérer. Donc, en synthèse, Amélie, il faut l'encourager et il faut lui dire tu as fait des choses, capitalise sur ces petites victoires, communique autour de ça. Tu vas réussir soit à embarquer d'autres services et aller vers des IREN, soit convaincre une ou deux personnes du CODIR et aller vers des Mathieu. Pour Mathieu, lui, c'est réussir à ce que son intime conviction soit partagée par les autres membres du CODIR. C'est comment rendre visible cette dimension client, comment montrer que ce n'est pas un concept, mais c'est une réalité. Pour Irène, on l'a vu tout à l'heure, elle arrive dans une fonction où on commence à avoir des attentes au niveau de la relation client. Il y a peut-être une priorité, c'est faire un diagnostic. Est-ce que je dois prioriser un travail sur les systèmes ? Est-ce que je dois prioriser un travail sur le centre de contact ? Est-ce que je dois prioriser un travail sur les enquêtes de satisfaction ? À elle de diagnostiquer et de pouvoir prendre les décisions pour pouvoir emmener la société encore plus loin. Et puis, pour Sylvain, ne pas se reposer sur ses lauriers et considérer que la relation client, ce n'est pas quelque chose qui a un début et une fin, mais c'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme et donc vraiment se mettre en capacité de regarder ce qui se passe, d'aller voir ailleurs et je redis, ne pas se contenter de son secteur industriel, mais bien d'aller voir ce que font d'autres entreprises, comment, et je ne veux pas citer de marque, comment des personnes qui sont performantes dans la relation client peuvent influencer le CODIR dans ses choix à venir. Voilà les 4 grandes bonnes pratiques qu'on voulait partager avec vous en synthèse. Est-ce qu'au regard de ces éléments, est-ce qu'il y a des questions, des réactions ? Et après, on partagera avec vous une petite surprise. Mais est-ce que spontanément, il y a une réaction, une question ?
Oui. Tu veux Non, réagir? je t'en prie, je réfléchis Alors, en même temps. oui, donc en fait, on va dire qu'il y a, on peut mettre dans le même ordre orientation produit, orientation service. C'est-à-dire que je mets à la disposition de mes clients finaux soit des produits, soit des services. Donc on est dans ce cas de figure. L'intérêt de l'orientation client, c'est comment ces services ou ces produits vont être, on va dire, conceptualisés, produits, de façon à ce que ça réponde à des vraies attentes clients. Donc là, pour répondre plus spécifiquement, c'est de la même façon que je peux mettre un produit sur le marché parce que je suis intimement convaincu que c'est le meilleur produit, je pourrais très bien mettre sur le marché un service parce que je considère que c'est quelque chose qu'il faut à tout prix, qui correspond à des besoins que j'ai en tête. Le fait d'être orienté client va consister à dire interrogeons déjà un petit peu les usages, les pratiques, écoutons ce qui se passe et alors je mettrai le produit ou le service sur le marché. Et en tout cas, on arrive à des dimensions où c'est presque de la co-création. C'est-à-dire qu'en fait, on invite le consommateur final ou le consommateur intermédiaire à exprimer ses besoins pour ajuster. Donc c'est comme ça que je répondrai à votre question sur cette différence-là. Oui, et en complétant, ça voudrait dire aussi que je peux aller regarder si toutes les actions que je fais vis-à-vis de mes clients sont des actions qui sont, je dirais, de marketing relationnel. Et pas seul. Alors évidemment, je peux aller raconter une innovation produit, je peux aller dire que je mets en place un nouveau service, mais comment je le fais, dans quel canal, à quel moment, avec quel canal, décidément, avec quel canal, à quel moment du parcours client je le fais, est-ce que quand je le fais, j'ai une orientation de marketing relationnel forte, qu'est-ce que j'en retire, etc. Donc c'est aussi à ça qu'on peut le voir, c'est que des façons de faire, des façons de communiquer avec le client vont rester, j'allais dire, assez identiques, alors même que je suis dans une orientation client globale, on va dire, plus forte. Mais je n'ai pas changé mes pratiques. Je le vois beaucoup, par exemple, je vous donne un exemple qui concerne mon métier, dans les enquêtes, les écoutes. Soit je fais des enquêtes de satisfaction, je suis déjà orienté client. Ce n'est pas la même chose que de faire des écoutes en flux, par exemple, qui me donnent du feedback de manière plus fréquente et ce feedback, je le partage avec les équipes. Quand je le fais de manière plus fréquente et de manière plus relationnelle, et quand je le partage avec les équipes, je vais être dans une orientation client beaucoup plus forte. Est-ce que ça vous parle, cette réponse ? Moi, souvent dans la conversation, dans relation client, j'aime bien la notion de conversation. Genre comment je suis en conversation avec mon client, et des fois je lui pousse une information sur un produit, mais je peux aussi entretenir la conversation sur des éléments qui ne sont pas forcément dédiés spécifiquement au service ou au produit à tout prix que je veux lui vendre. Et là, on revient un peu sur la notion d'émotion du client final, quoi. D'autres réactions ? Non, vous attendez toutes et tous la surprise. Non, moi je suis un petit peu interloqué, je le dis en disant finalement, j'ai pas l'impression que vous êtes reconnu, ou alors peut-être j'ai pas vu les mains, dans un des quatre. Alors est-ce que vous auriez un cinquième portrait qui est plus, je sais pas, qui ressemble plus à ce que vous vivez, parce que Émilie et Frédéric, ils auraient pris un des quatre chacun. Donc, et on voit bien que nos clients répondent plus à... C'est de là dont sortent ces portraits, donc je suis un petit peu interloqué. Non, personne ne veut se lancer en disant moi je suis une énième personne, ou je suis un mix des quatre, ou certains points qui vous ont pas... vous auriez trouvé mieux de le faire dans tel ou tel sens, sans forcément faire un portrait. Dans tous les cas, de toute façon, vous pouvez passer sur le stand et Isabelle et moi, on sera ravis d'identifier une cinquième histoire. Alors en attendant, c'est
Marc qui va nous raconter une petite histoire pour conclure. Donc Marc qui est facilitateur graphique, avec qui nous avions fait le schéma aussi initial, Ouais. voilà, de la culture client, et tous les petits bonhommes avec autant d'émotions, et qui a le droit d'enlever son masque pour parler. Et tu vous m'entendez ou est-ce qu'il y a besoin d'un micro? Tiens, ton micro là. Ça va pas être très pratique avec la tablette. Je vais me mettre sur le pupitre. Soupe. Non, je vais faire tomber le PC si je fais ça. Je vais faire comme ça. Hop. C'est pratique, hein. Tadam. Hop. Donc, oui, je m'appelle Marc, pardon, je suis facilitateur graphique. Je fais des dessins et des prises de notes visuelles en live sur sur des conférences comme celle-ci. Et donc, j'ai essayé de capturer chacune des 4 histoires donc dans leur case du cadre magique. Donc on a le premier constat, c'est que je suis pas un dessinateur de chez Disney, hein. Mais bon, on a donc Amélie qui j'ai tout le temps envie de me tourner. Bon, je vais trouver un. Ah oui, je peux m'asseoir. Oh, c'est pas bête. Merci. Ah, les idées les plus simples sont. Donc Amélie, son souci, c'est que, en fait, elle se sent investie de la relation client. Elle voit l'importance de la relation client, mais elle n'a pas de pouvoir et pas de moyens. Donc elle fait à son échelle des actions pour la relation client, qui sont appréciées ou pas par son entreprise, et qui amènent une vraie innovation aussi dans son entreprise, mais elle risque de s'épuiser à vouloir injecter quelque chose qui n'est pas encore présent. Donc son enjeu, c'est d'aller recruter des personnes pour mettre en mouvement et faire que ça accélère. Et le conseil de Christophe et Isabelle, c'est de capitaliser sur les petites victoires en les rendant visibles, en assurant la promotion. Ensuite, on était passé à Mathieu, je crois. Donc Mathieu, lui, il a une position dans le CODIR, il a un vrai pouvoir de décision, mais son entreprise n'a pas encore conscience de l'enjeu de la relation client. Et du coup, ça peut être difficile de faire bouger les lignes parce que y a une situation, un statu quo qui est établi. Donc, il ne faut surtout pas faire tomber. C'est un peu pourquoi tu touches, pourquoi tu as touché à l'imprimante alors qu'elle marchait presque avant, quoi. Et du coup, il y a une crainte du changement et cette appréhension, comme à chaque fois qu'on va aller toucher quelque chose sur lequel on n'a pas d'expertise finalement. Voilà. Donc son enjeu à Mathieu, c'est d'aller transformer son organisation pour aller créer cette responsabilité de la relation client. Et pour ça, il faut rendre visibles les apports que ça amène. Le conseil de Christophe et Isabelle, c'est de rendre visibles les apports qu'amène cette relation client. Ensuite, on a Irène. Elle a des responsabilités sur la relation client. On lui a confié l'étiquette, donc son entreprise prend conscience que c'est important. Mais on lui a donné un peu que l'étiquette, quoi. Donc elle n'a pas beaucoup de moyens. Et donc son arrivée, cette prise de position va provoquer des réactions variées. Donc il faut qu'elle y injecte de l'énergie. Et pour ça, il faut qu'elle embarque et qu'elle généralise la démarche de la relation client à un maximum de services, éventuellement quitte à les avoir à la hache, comme nous le rappelle Isabelle. Tu croyais quand même pas que j'allais te rater. Et puis, donc, on a la situation idéale où le CODIR est conscient de l'enjeu de la relation client. Et donc, tout est mis en œuvre à tous les échelons de l'entreprise pour assurer une bonne relation client. Et donc là, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut continuer, aller plus loin, faire de la veille sur l'innovation de la relation client. Et continuer surtout à emmener tout le monde et à pérenniser pour pas qu'il y ait des gens qui se sentent laissés sur le côté de cette démarche. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé. Super Marc, bravo. Merci à vous. Je trouve ton titre du milieu tout à fait intéressant, parce que c'est quand même de ça dont on a parlé aujourd'hui. La relation client, voilà, je te laisse la commenter. C'est votre introduction, en fait. Il fallait bien que je la mette quelque part et je l'ai mise en plein milieu. Voilà. C'était bien ça l'enjeu, c'est de dire que c'est pas qu'une problématique client, mais c'est bien
c'est pas une problématique qui n'est que vis-à-vis du client, mais qui est bien vécue et ressentie par toute l'entreprise. Ce sera peut-être intéressant que vous fassiez réagir. On mettra le schéma de Marc sur nos 2 sites. Et si vous vouliez faire réagir autour de vous, de voir un petit peu ce que ça génère, ce serait peut-être intéressant. Voilà, mais écoutez, merci pour votre présence. Et puis, sincèrement, on espère vous avoir donné des petites pistes pour continuer à œuvrer sur ce beau sujet qu'est la relation client. Merci à vous et à très bientôt. Merci à vous.